Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires, à travers vos artistes. Cette semaine, je vous propose une longue promenade de Paris à Mougins sur la mythique route nationale 7. Et j'ai choisi pour l'occasion deux thématiques artistiques, la bande dessinée et la gastronomie. Voilà, c'est parti, notre premier invité nous attend à quelques kilomètres d'ici, à Fontainebleau. C'est Thierry Dubois, il est auteur de bande dessinée et surtout l'un des plus grands spécialistes de la route nationale 7. C'est parti. Allez, on va quitter quelques instants notre voiture qui va nous accompagner jusqu'au bout de la France sur la nationale 7. On va embarquer dans cette superbe Ford vedette de 1953. Thierry Dubois nous attend, il est auteur de bande dessinée, c'est surtout l'un des plus grands spécialistes de la route nationale 7. C'est parti. Il faut savoir ouvrir, c'est pas facile. Salut, c'est parti. Salut Thierry. Ah bah ça klaxonne, c'est normal. C'est la nationale 7. Un gros carrefour. Hein. Bon Thierry, merci de m'accueillir dans l'une de tes voitures. Hein, tu collectionnes ces voitures d'un autre temps mais qui font vraiment plaisir à voir. On est donc sur cette nationale 7, tellement connue, tellement appréciée toujours aujourd'hui. Toi tu te souviens, je sais pas, d'un moment particulier, d'une saveur, une odeur, un paysage qui explique pour toi ton amour pour la route nationale 7? Le soleil, ça c'est voilà, la nationale 7 c'est quand même la route du soleil. Hein. Et on imagine toujours de la prendre que vers le sud. C'est vrai que la nationale 7 ça se prend vers le soleil, ça se prend vers. C'est pas hasard si on l'a appelée la route bleue, hein, c'est parce que justement elle menait vers la Grande Bleue. Et c'est toujours un enchantement de partir comme ça sur la route du soleil comme aujourd'hui. Alors l'avantage en plus de le faire avec ces vieilles voitures, bah, c'est d'être ouvert sur l'extérieur, de retrouver les sensations d'époque. C'est de la nostalgie, hein, c'est sûr, hein, je l'assume totalement. Hein, mais la National 7, c'est vrai que ça s'apprécie encore plus en vieille voiture. Thierry, on est parti de cette grande place, hein, de ce grand point où il y a un obélisque, sur la commune de Fontainebleau. C'est un des premiers rendez-vous de cette route nationale 7 après Paris. Disons que c'est justement à partir de Fontainebleau qu'on a quitté la région parisienne. Là, on est vraiment sur la route à la campagne et on part sur la grande nationale 7. Alors, tu as continué cette passion de la nationale 7 à la conjuguer en bande dessinée. Pour toi, c'était un moment évident de te dire, bah, évidemment, moi qui suis auteur de bande dessinée, je vais pouvoir lier mes deux passions. Bah surtout que moi je suis passionné par la ligne claire, je suis un peu old school et ça se marie évidemment parfaitement à cette époque. Toutes les voitures que j'ai pu voir dans mon enfance et tout, voilà, j'ai un plaisir à les remettre sur la route. Puis l'avantage du dessin par rapport à cette nostalgie et tout, c'est qu'on peut vraiment reconstruire la National 7, la refaire encore plus parfaite qu'elle n'était. Alors dernièrement tu as sorti la route nationale 7 en autorama. C'est quoi l'autorama? Alors l'autorama, c'est un mot qui fleure bon les années 50. Quoi. Je voulais faire une espèce d'expo et donc c'est une série de grandes illustrations d'endroits mythiques de la Nationale 7 ou très connus, où en plus le lecteur va s'amuser à aller chercher dans toutes les images les petits détails, les petites choses, etc. Puis même si je peux te dire un secret, sur chacune des images, il y a une de mes voitures. D'accord, t'as raison. Ça veut dire que t'as pas mal de voitures quand même. Quelques-unes. Mais bon, j'ai pas de grosses voitures, de voitures très luxueuses. Moi, j'adore les voitures routières, quoi. Ce qu'on voyait sur la route, les populaires. Regarde, là, on va passer sous des platanes. Ah oui, les premiers. Et les gens ont oublié ce que c'est que de rouler sous des platanes. Regarde, il y a du soleil. Et là, on va rouler à l'ombre, au frais, et on va retrouver la fonction première des platanes, c'est de rafraîchir les usagers. Et puis cette petite ombre là qui va nous envahir, c'est magique, c'est magique. Et bien c'est sur cette ère de magie Thierry, je te remercie déjà. Merci beaucoup d'avoir ouvert ce Culture T sur la route nationale 7. Nous on va continuer nos aventures
Et si tu le veux bien, je veux bien les récupérer ma voiture. Ok, allez, bonne On va route faire en tout cas. demi-tour. Merci à toi. On continue nos pérégrinations sur cette mythique route nationale 7. On a quitté Fontainebleau, affronté quelques intempéries. On recherche le soleil, hein, c'est ça la route nationale 7. On se rapproche de Lyon et on va aller découvrir un des plus grands chefs de la gastronomie française connu dans le monde entier, Monsieur Georges Blanc, 3 étoiles, qui nous accueille pour un événement particulier, les 60 ans de Relais et Châteaux. Relais et Châteaux, c'est une institution évidemment en France et dans le monde entier. Ça a été créé autour de la route nationale 7 il y a 60 ans. Donc on va aller découvrir ça tout de suite. Et juste avant, je voulais vous rappeler, Oliver, c'est désormais ce groupe qui va accompagner Culture T tout au long de notre aventure, évidemment pour les génériques et puis pour toute cette émission consacrée à la route nationale 7, musique. Le rendez-vous était pris de longue date. Gare de Mâcon un lundi matin, des voitures anciennes pour le transport vers ce village à la renommée mondiale. Quelques kilomètres, et nous voilà arrivés chez le maître des lieux, un chef 3 étoiles qui affole les papilles depuis plusieurs décennies, Monsieur Georges Blanc. L'arrière-petit-fils d'un cafetier, limonadier et marchand de charbon sera donc resté dans ce village où il réussit à s'imposer comme l'un des grands noms de la gastronomie. Vous savez, j'ai passé les 70 ans, mais j'ai gardé la même passion que depuis le début. C'est d'ailleurs pour ça que je continue. Je prends du plaisir à travailler sans jamais avoir l'impression de travailler. Ça, c'est une chance. Et j'ai des équipes formidables autour de moi. Je m'efforce de transmettre un savoir-faire, mais aussi je m'efforce de transmettre une passion, c'est-à-dire d'avoir la capacité de faire naître chez tous les jeunes d'aujourd'hui cette volonté de s'épanouir dans ce beau métier. Moi, ça fait 34 ans que j'ai 3 étoiles, mais je pense que le niveau s'est considérablement élevé et qu'il faut être toujours en progrès pour paraître seulement aussi bon et au niveau. Jamais on a mangé aussi bien, jamais il y a eu autant de perfectionnement dans l'art culinaire et puis un éveil aussi considérable à remarquer dans le public d'aujourd'hui qui, à travers les médias, sont très intéressés par tout ce qui touche les produits, la façon de les travailler, les mettre en œuvre dans des présentations qui sont vraiment, qui donnent plus que du plaisir, parfois même des émotions. C'est ça qui est fabuleux. C'est donc ici à Venasse que Relais et Châteaux est venu souffler ses 60 bougies. Né autour de la route nationale 7, la route du bonheur, ces relais de campagne allaient devenir une institution connue et appréciée sur les 5 continents. C'est un moment de mémoire, mais que nous avons voulu aussi un moment de fête. On n'a pas tous les jours 60 ans, et c'est l'occasion unique de nos souvenirs de la région, la raison pour laquelle 8 hôteliers chefs, le 12 mai 1954, se sont réunis chez Paul Blanc, qui est l'oncle de Georges qui nous accueille aujourd'hui à Venasse, pour s'unir en fait, pour assurer leur promotion commune et puis pour poser les fondements de notre association, qui sont des fondements de valeurs d'authenticité, d'excellence, de passion également. Et dans chaque relais château, il doit y avoir une bonne table, il doit y avoir un esprit de famille, et c'est cet esprit qui a vécu de manière extraordinaire aujourd'hui avec tous les amis qui étaient autour de nous. On continue nos pérégrinations sur la route nationale 7. On a quitté Georges Blanc à Venasse pour les 60 ans de Relais Châteaux. Maintenant direction Valence chez notre prochain invité, auteur de bande dessinée, c'est Franck Giroud. Franck, merci de m'accueillir dans ce paradis totalement bucolique. On est à quelques centaines de mètres
du très joli village de Mirmande derrière nous, qui est un village qui date de... Les premières constructions datent du XIIe siècle, l'essentiel des maisons date du XVIIe, mais avec quelques demeures antérieures. Et l'église Sainte-Foy, qui le domine, qui elle a été bâtie en effet au XIIIe siècle. C'est un village qui, depuis la mandature de Haroun Tazieff, qui en a été maire pendant 10 ans, a été classé aux monuments historiques et qui fait partie des 10 plus beaux villages de France. Et là, on est donc au seuil de la Drôme provençale. La Drôme provençale commence à la forêt que tu vois à 100 mètres plus loin. Voilà. Alors on est vraiment juste à côté de la RN7. Vous voyez, il suffit de sortir de la RN7 pour trouver des endroits vraiment magnifiques. Tu es d'ici toi? Alors c'est le pur hasard qui t'a emmené là? Non, je suis toulousain d'origine. Ça s'entend un peu. Voilà, j'ai vécu un petit peu partout en France et dans le monde. Et dernièrement, une douzaine d'années à Paris. Et donc il y a 5-6 ans, on s'est installé ici pour fuir un petit peu la pression urbaine. Et là, on a trouvé un petit peu le paradis, parce qu'on n'est quand même pas très loin des grands axes de communication, on n'est pas loin de villes comme Avignon, Marseille, Lyon, et en même temps on est totalement isolé, on est dans un nid de verdure où pullulent toutes sortes de bestioles, on a des sangliers, des chevreuils, des renards, des blaireaux, donc c'est vraiment un petit paradis. Alors Franck, depuis beaucoup d'années, on te connaît pour ces scénarios, je dis souvent à tiroir, et c'est vrai que tu aimes manipuler le lecteur avec délectation, c'en est parfois même agaçant parce qu'il faut qu'on s'y retrouve, il faut qu'on suive toutes tes histoires. Tu te rends compte finalement pourquoi tu aimes faire ça? C'est un plaisir jubilatoire de jouer avec le lecteur, ou ça vient de plus loin, tu te dis bah ouais, moi j'ai toujours aimé faire ça, voilà, créer comme ça? Raconter des histoires, ça je l'ai toujours aimé. J'ai écrit ma première nouvelle entre guillemets à l'école primaire à l'occasion d'un concours, et à partir de ce moment je n'ai jamais cessé d'écrire. Je suis rentré au collège, j'ai travaillé dans le journal du collège, j'écrivais des feuilletons d'abord d'aventure, puis policiers, qui variaient en fonction des lectures qui m'influençaient. D'abord Alexandre Dumas, ensuite San Antonio ou autre. Et donc ce plaisir d'écrire des histoires, je l'ai toujours eu, peut-être à cause de mon histoire personnelle, familiale, qui est une histoire extrêmement complexe, avec des tas de rebondissements, de mystères, de secrets plus ou moins dévoilés. Et par contre, après avoir écrit des histoires sur un mode classique pendant un certain nombre d'années, une quinzaine d'années, j'ai eu envie de faire autre chose. J'ai considéré que j'avais eu suffisamment de temps pour m'approprier un outil que je maniais, qui était le scénario, et je me suis dit, bon, avec cet outil, si je faisais quelque chose que personne n'a jamais fait. Et c'est comme ça qu'est né le Décalogue. Coup de chance, le Décalogue a été un énorme succès, donc les éditeurs m'ont permis de faire ce que je voulais derrière, et j'ai continué dans ce genre-là, avec Quintette, avec L'Expert, avec Page Noire, avec Destin, etc. Toujours des histoires très déconcertantes dans la construction. Claire, j'espère que le lecteur ne s'y perd pas, mais il est toujours totalement surpris. Il est surpris à un point tel qu'en principe, quand il a terminé le cycle, il est obligé de recommencer parce qu'il s'aperçoit qu'il s'est fait berner et qu'une seconde lecture va lui offrir une autre histoire. C'est le cas du Décalogue, c'est le cas de Destin, c'est le cas de Quintette surtout. Bon, merci Franck. Merci de nous avoir accueillis dans ce paradis. Venu me rejoindre ici. On continue nos aventures sur la route nationale 7, la route bleue. Le ciel est bleu, rayonnant, radieux. On est à quelques kilomètres des Baux-de-Provence où on va rencontrer l'un des grands noms de la gastronomie française, Jean-André Chérial, qui nous accueille dans son domaine, son petit paradis, Lousteau de Baumanière. C'est magnifique là en plus. C'est dans un écrin de nature, entre la roche et le décor céruléen de l'horizon, que l'on peut découvrir le domaine Lousteau de Baumanière. Ici, le calme est une religion dont on se fait aisément l'apôtre. Jean-André Chérial en est la figure incontournable depuis maintenant 45 ans. Un destin atypique pour ce gamin des années 60 qui, après des études à HEC, ne savait pas vraiment quelle route choisir. Quand je suis venu ici,
J'ai commencé donc par faire ce que j'avais appris à l'école. Mais je déteste ça. Je veux dire, la compta, la gestion, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Et finalement, c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que j'aimais faire. Et ce que j'aime faire, c'est créer ou donner de la vie aux choses. C'est-à-dire créer dans un sens large. En cuisine, c'est des nouvelles recettes, c'est facile. Mais ça peut être aussi créer un vignoble, ça peut être aussi reprendre une affaire comme le prieuré et lui redonner de la vie alors qu'elle est morte et qu'il ne se passe plus rien. Le domaine Housteau de Baumanière, c'est une bâtisse abandonnée du XVIIe siècle qui revit au sortir de la Seconde Guerre mondiale. André Tullier, le grand-père, en fait un repère pour gastronomes avertis. Aujourd'hui, l'établissement s'est considérablement développé sous l'impulsion de Jean André, tout en conservant son authenticité. Il a 5 fois la 41, non. Il y a deux mots que j'aime bien, c'est tradition et modernité. C'est-à-dire que on est sur les épaules des gens qui nous ont précédés, mais on est en 2014 et moi, je me bagarre toujours, parce qu'on dit toujours Baumanière c'est une institution. Ouais, c'est vrai, c'est une institution, j'ai fait tous les baptêmes, toutes les communions, tous les mariages de toute la bourgeoisie de Marseille, etc., et des gens de la région. Mais c'est pas parce que c'est une institution que c'est un musée. Et donc, tout le temps, je me bagarre pour faire comprendre qu'il se passe toujours quelque chose de nouveau à Baumanière, que c'est pas comme il y a 10 ans, c'est pas comme il y a 20 ans, c'est pas comme il y a 30 ans, et qu'il y a un côté moderne qui est important, et que voilà, on innove sans arrêt, on fait des choses, etc. Housteau de Baumanière, c'est un hôtel et une table réputée dans le monde entier. Une cuisine minérale, imprégnée par le lieu, où le chef aime des choses simples, le rouget, les abats, les légumes. Ce qui importe, c'est le produit. Le fait d'avoir son propre potager aussi, et de pouvoir cueillir des légumes le matin même, des petits haricots verts, les petits pois c'est fini malheureusement, mais on a les meilleurs petits pois du monde et c'est meilleur que n'importe quel caviar parce que je veux dire, du caviar à pouvoir manger à Hong Kong, à Chicago, à Caracas où vous voulez, mais je veux dire des petits pois comme je sais à moi, comme ils sont cueillis le matin, tout petits, on peut presque les manger crus et les servir comme ça, les gens me disent mais comment vous avez fait pour faire ça? Il n'y a rien de magique, hein. Je veux dire c'est pas dans la cuisson, c'est le produit lui-même qui est exceptionnel et ça c'est, si vous voulez, pour moi c'est extraordinaire. Bon allez, maintenant on est à Aix-en-Provence et j'ai rendez-vous avec l'un des plus grands auteurs de la bande dessinée, Monsieur Arleston. Voilà, je vais essayer de ne pas écraser la dame. Et il est là. Salut. Bienvenue à bord. Ah, ces Parisiens qui sont dans les voies de bus. Ah, c'est une voie de bus. C'est une voie de bus. Ouais, mais tu sais, à Paris, on conduit n'importe comment. On écrase les vélos dans les voies de bus. Hop, c'est parti. Alors Christophe, dis-moi où je vais. Alors bah écoute, on va tourner à gauche. D'accord. Et aller vers la Rotonde, qui est la grosse place aixoise avec sa belle fontaine. Ah, effectivement. Toi, tu es aixois, Christophe? Alors moi, c'est assez marrant. Je suis né à Aix, j'en suis parti, j'avais un peu moins de 2 ans et je suis revenu à 18 ans parce que mes grands-parents étaient profs à la fac. Ouais. Donc pour faire la fac à Aix, tout en me disant l'an prochain je remonte à Paris, l'an prochain je remonte à Paris. Et ça fait maintenant 30 ans que je me dis l'an prochain, non, j'ai arrêté de me dire que l'an prochain je remontais à Paris. Ouais, là tu t'es dit c'est fini. Il y a un âge où je remonterai pas de toute façon, ça m'intéresse pas. Non, et puis tiens, tu peux faire 2-3 fois le tour parce que c'est joli par là. Ouais, c'est très joli. Et... Tu te rends compte finalement que Aix a été une source d'inspiration ou pas du tout? Aix, c'est la ville où je me sens bien pour écrire. C'est une ville où j'ai vraiment trouvé immédiatement le plaisir d'habiter. Bon, c'est une ville étudiante, donc une ville super jeune, avec la moitié de la population, c'est les étudiants. Ouais, donc beaucoup de soleil évidemment. C'est le soleil, c'est une douceur, une qualité de vie en fait avant tout. C'est une ville pas stressante du tout. Tout le centre-ville, alors là évidemment,
tu viens avec ta voiture. Erreur. Parce que tout le très beau centre-ville est piéton, donc en fait c'est une ville où on n'utilise quasiment jamais sa voiture. D'accord. Moi je dois la sortir du garage une fois toutes les 3 semaines. Voilà pour. Et sinon tout se fait à pied et on est dans toutes ces rues du XVIIe siècle avec leur vraiment tout un charme, tout un plaisir à lever le nez sans cesse. On va prendre le cours Mirabeau. Mais toi, tu n'as jamais utilisé Aix ou son architecture dans l'une de tes créations? Je l'ai utilisé dans un Léoloden, puisque D'accord. Léoloden est une série de polars qui se passe dans les régions françaises avec Marseille comme base. Donc pour moi, c'était logique de montrer Aix une fois. Mais après, disons que c'est plus l'esprit et l'âme de la ville qui va m'aider à écrire. Christophe, pour nous, lecteurs, j'allais dire pauvres mortels, comment tu peux nous expliquer un processus de création, notamment pour tes séries les plus connues, j'allais dire science-fiction, heroic fantasy, qu'on est ici, en plein, dans une ville historique comme Aix-en-Provence? Justement, on est dans une ville historique, donc la fantaisie se nourrit de l'histoire, se nourrit des images de l'histoire. Et quand je vois une fontaine comme celle qui est en face de nous, couverte de mousse, tout de suite j'ai l'impression qu'elle peut sortir d'une histoire de fantaisie. Et quand je lève le nez, je vois des petites statues, des façades ouvragées, des petites niches, la cathédrale à Aix qui est un endroit magnifique avec un cloître qui m'a beaucoup inspiré. À une époque, on pouvait rentrer la nuit par une petite porte dans le cloître de la cathédrale et j'adorais aller là, sous les étoiles. Bon, il y emmenait des petites copines des fois, j'étais étudiant, mais c'est un endroit avec des colonnades sculptées, avec des tas de petits monstres de gargouilles sculptés dans les colonnades. Et là, on est en pleine fantaisie. Justement, le fait d'être dans une ville ancrée dans l'histoire nourrit énormément la fantaisie. Bon Christophe, merci à toi. Eh ben de rien. Merci de nous avoir accueillis ici à Aix. Et merci d'être venu visiter cette ville. Alors Voilà. là, c'est marrant parce qu'on est dans ma rue en fait. Ah, bah voilà, la rue on a- où j'habite. on a bien Finalement, choisi. tu as fini par Donc, trouver chez on moi. y arrive. La petite terrasse qui est tout là-haut, tu vois 3 barreaux blancs. Oui, Voilà. ça c'est chez toi. Ça, c'est ma terrasse. Et bon, on va te déposer. Et je sais que tu es un grand amateur et fin connaisseur de la gastronomie. Et on va quasiment conclure cette émission entre la BD et la gastronomie. On va aller à Mougins. Ça sera notre dernière étape. Rencontre avec un chef qui a eu 2 étoiles à Courchevel, là qui redébute une nouvelle aventure. C'est parti, messieurs, dames. Alors le concept il est simple, je choisis un produit de saison chaque mois que je décline de l'entrée jusqu'au dessert. Donc là en ce moment nous sommes sur la girole, donc on part de la muse-bouche à base de girole et elle est travaillée de différentes manières jusqu'au dessert. Voilà, et ça change tous les mois, donc ça donne un rendez-vous si vous voulez à la clientèle qui vient par curiosité donc découvrir ce qu'on peut faire avec une girole, avec une Saint-Jacques, avec du cèpe, on fait du chocolat pour le mois de décembre, on fait la truffe au mois de janvier. Et de ce concept est sorti un livre qui s'appelle Le produit à l'honneur. Il y a une vraie recherche qui a été faite sur chaque produit, c'est-à-dire qu'on ouvre le produit et on explique comment le citron de Menton est arrivé à Menton, pourquoi il est arrivé à Menton, quelle époque. On explique par exemple sur l'asperge quel roi aimait l'asperge et que c'était un légume noble à l'époque. Enfin, voilà, il y a un vrai travail et techniquement sur les recettes et de recherche sur le produit. C'est souvent le soir, souvent la nuit, parce que la nuit tout s'apaise. Il n'y a plus le téléphone qui sonne, il n'y a plus les clients dans le restaurant, il y a une espèce de quiétude qui s'installe dans le restaurant. Souvent je prends un petit verre, ça détend un petit peu, parce que la journée est quand même assez stressante, il ne faut pas se le cacher. Et là en fait je pars dans mes souvenirs et j'ai les saveurs qui arrivent en bouche. Et avec ce que je suis aujourd'hui et ce que j'ai fait hier, j'associe les deux, c'est ce que ça donne ce qui sort aujourd'hui, quoi.
est content, c'est un grand moment d'émotion. Quand j'arrive dans mon restaurant, que je vois qu'en cuisine, il y a une vraie énergie, il y a une vraie osmose entre les collaborateurs, ça c'est une grande émotion. Quand on reçoit des beaux produits avec nos fournisseurs, c'est une grande émotion quand on voit le produit arriver brut, qu'on va le travailler. Donc de suite, ça impose le respect aux cuisiniers. Quand on a des belles courgettes violon qui arrivent comme en ce moment, ou des belles girolles bien saines, bien fermes, de suite, je le vois, moi, avec les cuisiniers, ils la travaillent différemment que si elles étaient molles et grosses et pas belles. Donc tous les jours, tous les jours. Vous le savez, il y a désormais une tradition dans Culture Thé pour conclure l'émission, c'est la rubrique Beau Livre. Cette semaine, je propose un focus particulier. On va se rendre à Saint-Tropez, au château de la Messardière, pour le prix du roman de l'été. Sur les collines de l'icône Saint-Tropez apparaît le château de la Messardière. Bien plus qu'un hôtel de luxe, il est devenu le repère artistique d'une presqu'île où la culture se fait de plus en plus rare. En 2011, sous l'impulsion d'Alexandre Duranviel, le directeur de ce lieu unique, naît un prix littéraire qui sort des sentiers battus de la capitale. Lorsque j'ai rencontré des partenaires sur Paris, on m'a tout de suite expliqué comment fonctionnaient les prix littéraires. Et alors là, ça ne m'a pas plu du tout. C'est-à-dire un endroit fermé, un jury qui se réunissait entre eux, des auteurs qui étaient tenus éloignés. Pour moi, il fallait faire une véritable fête du livre, une fête des auteurs, et le partager avec le public du golfe de Saint-Tropez. Mais dans tous mes livres, je cherche ça, je cherche le bonheur. L'une des particularités de ce prix littéraire, c'est un grand oral devant un public de lecteurs avertis. Une expérience qui ne laisse pas indifférents les écrivains, même s'ils sont très connus. On montre que derrière un auteur, derrière une page blanche et une page noircie, il y a un être humain qui vibre, qui tremble, qui se remet en question à chaque fois devant son public. Parce qu'on peut être un auteur reconnu, couvert de prix ou débutant, c'est la même chose face au public, face à un nouveau roman. C'est une prise de risque maximum, c'est un saut dans l'inconnu. Et il est bon que les livres vivent aussi à travers la sincérité de leur auteur à l'oral. Ça, j'y crois profondément. Le lauréat se conjugue au féminin en la personne de Colombe Schneck. Son livre nous plonge en cette année 1967 où la plus grande icône féminine du siècle, Brigitte Bardot, va vivre une histoire d'amour brève mais superbe. Je suis écrivain quand je écris mai 67. Je ne suis pas journaliste et donc j'ai une liberté absolue. Je dois décrire la plus belle fille du monde, mais aussi généreuse, bonne, pleine de fantaisie. Il fallait que je raconte ça avec des mots, décrire le physique de Brigitte Bardot, la façon dont elle marche, la façon dont elle se tient, la façon dont elle retrouve la bouche, cette perfection un peu irréelle, inouïe. Il fallait que je décrive ça. Quand j'écris, je ne pense pas à qu'est-ce que je dois faire. De toute façon, je ne fais jamais ce que j'ai envie de faire, ce que j'aimerais faire. Mais je voulais raconter ça à une femme libre. Prix littéraire, exposition, concert, le château de la Messardière n'en finit pas d'être l'un des phares artistiques de la ville de Saint-Tropez. C'est la fin de votre émission Culture Thé consacrée à la route nationale 7. Après plus de 1400 km, nous avons terminé notre périple avec Paul qui a réalisé toutes ces images ici sur la place du petit village de Mougins. Voilà, en plein soleil, on en profite. Si vous souhaitez suivre votre émission au quotidien, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec mon profil et celui de Public Sénal. Jeudi matin, je vous retrouve avec ma chronique bande dessinée dans Métro News. Le vendredi, c'est dans Télé Loisirs. Ciao, en musique avec le groupe Oliver et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture Thé.